Aujourd'hui, on reçoit Chimio. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir de m'inviter. Et alors, tu es là pour une bonne raison, c'est qu'en ce moment même, tu es en train de lancer un Ulule parce que tu as lancé tu t'es mis sur la création d'un jeu de rôle autour de l'univers League of Legends de Runeterra. Voilà, l'idée c'était qu'on puisse parler un peu de ce projet. Un projet que tu as démarré il y a un peu plus de 2 ans, c'est ça ? Ouais, du coup, j'ai démarré ça à peu près il y a 2 ans et je l'ai lâché en cours. Et je l'ai repris en décembre et j'ai charbonné dessus. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi ça s'agit ? Tu veux que je commence par League of Legends déjà de base ? Peut-être un peu. Bon, je pense que beaucoup de Pour gens ceux qui connaissent mais pas. c'est quand même toujours, on cherche toujours à vulgariser et bien sûr. expliquer. Donc, League of Legends, ça inspirera peut-être un peu plus ceux qui connaissent Arcane. C'est un jeu vidéo qui s'est lancé il y a quelques années et qui a un univers immense, vraiment très très bien travaillé et qui est un peu sous-exploité, à part par Arcane et certains autres projets qu'ils ont lancés. Arcane, qui est une série sur Netflix. Exactement, série Netflix qui parle du monde de Runeterra, qui est la planète de League of Legends. Et du coup, l'univers est très bien développé sur le site, où il y a plein d'histoires, vraiment même des romans carrément, en petit format, mais quand même des bien écrits. Mais quand tu joues au jeu, tu ressens pas trop cette énergie que l'univers peut t'inspirer. Un jeu de rôle, c'est parfait pour initier un petit peu les gens à ça, même si ça reste un milieu encore un peu de niche pour ceux qui jouent à League of Legends, ils sont peut-être pas trop habitués au jeu de rôle, mais ça peut peut-être, vu qu'il y a un MMO qui est en préparation, alors on sait pas si c'est encore en cours, vu qu'il y a un MMO qui est en prépa, ça peut peut-être donner envie aux gens de se dire pourquoi pas créer un personnage dans l'univers, ça peut être sympa quoi. C'est vrai que League of Legends, parce qu'on y a tous joué autour de cette table, c'est vraiment tu choisis ton perso et si tu as envie d'en savoir plus, tu tapes des heures de lecture sur qui est tel personnage, avec quel lien, où il est, etc. Mais t'es pas vraiment confronté à ça, il n'y a pas de mode histoire dans League of Legends, il n'y a pas tout ça quoi. Non. C'est que tu passes à côté de tout ce qu'ils ont construit là-dessus. Dans Legend of Runeterra, le jeu de cartes, il y en a un peu plus déjà, Okay. où tu as vraiment un truc... en plus, il y a beaucoup plus de personnages qui sont liés à l'univers. Mais c'est vrai que League of Legends est beaucoup plus mainstream et... il n'y a pas énormément d'histoires, il y a même des personnages qu'on n'en pas beaucoup. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, même avec 160 personnages aujourd'hui, 165 je crois, ils arrivent quand même à se dire j'ai envie de créer un perso. J'ai envie de mettre mes petits trucs dedans, j'ai des idées, des trucs comme ça. J'en ai plein qui racontent toujours, tu peux trouver plein de fanarts, des trucs comme ça, de gens qui veulent créer leur perso. Moi, je dis, venez sur mon jeu de rôle, hein. Ça allait kiffer. C'est vrai qu'en plus, du coup, sur League of Legends, en fait, on a aussi eu chaque personnage est dans un système lui-même, il est dans une ville souvent, il habite une certaine ville et tout ça. Mais on a eu quand même beaucoup de changements depuis le début de League of Legends, parce que moi, je me souviens certaines histoires des personnages qui ont été réécrites en entier. Genre en 2015, quelque chose comme ça, par rapport au moment où j'ai commencé moi. T'as des reworks déjà, mais ça c'est les reworks que t'as à la fois sur l'histoire et sur le personnage. Mais là où c'était fou, moi je trouve le vrai taf qu'ils ont fait, c'est qu'à la base ils ont sorti des personnages sans grosse histoire, vraiment des trucs presque aléatoires. On va mettre un minotaure, on va mettre, je sais pas, une nana qui a une tête de chèvre et qu'on voit des... C'est vraiment aléatoire, et ils ont réussi par un miracle, je sais pas trop comment, à part le miracle de la magie, hein, voilà. Ils ont réussi à vraiment crédibiliser tout ça, à le rendre cohérent, alors que t'as vraiment des personnages avec des thématiques, t'as des trucs très farfelus, t'as des trucs très sombres, t'as des ambiances, t'as à la fois de la technologie, de la magie. Moi, mon jeu de rôle actuellement, il parle d'une région, c'est un peu ambiance viking nordique. Pourtant, de l'autre côté de la planète, ils ont déjà des armes à feu, tu vois ce que je veux dire, et pourtant ça match. Ils ont réussi à faire un truc qui match parce que il y a un taf d'écriture qui est aussi insane. Hein. Je crois que tu as un des grands écrivains de Warhammer 40 000, un des plus grands qui est parti faire taf d'écriture chez Riot Games. Donc vraiment, les gars, ils bossent de fou leur histoire, leur univers. Quoi. Ouais, carrément. On l'a vu aussi sur beaucoup de clips musicaux, sur des petites parties animées qu'ils ont fait, ou même carrément sur la série Arcane, qu'ils ont fait un énorme travail, autant dans les différents univers, entre le truc vraiment un peu dystopique de chaque région, entre Nexus, c'est ça, je me souviens bien. Ouais, Noxus. Et l'autre partie qui est beaucoup plus clinquante. C'est quand même vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à faire et à mettre en place, quoi. Là où ils ont été malins avec Arcane, je trouve, c'est qu'ils ont initié l'univers de leur... une partie de leur univers à travers quelque chose qui parle plus aux gens. Parce que dans Arcane, t'as zone, t'as des boîtes de nuit, t'as des armes à feu, tu vois, c'est vraiment la partie un peu plus
technologie un peu plus développée. Et donc, du coup, d'un coup, tu peux te permettre plus de choses pour parler aux plus jeunes. Parce que tu as une ambiance un peu teenage dans la série. Mais à la fois, à des gens qui s'attendent à quand même une histoire assez épique, un truc vraiment bien développé. Tu as de l'humour, vraiment de tout. Et là, ils sont en train d'introduire du coup Noxus à travers un autre personnage. Je pense dans la saison 2, on en saura un peu plus. Je suis en contact avec des gens qui développent beaucoup parce que forcément, quand je crée un univers, quand je développe dans l'univers, je suis obligé de parler à des gens qui s'y connaissent plus que moi, même si j'ai quand même mes connaissances. Et eux, ils théorisent de fou, surtout sur Arcane. Je pense qu'on va avoir une très belle suite. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'en place une petite. Après la saison 2 d'Arcane, il va y avoir une 3e série qui s'appellera peut-être pas Arcane, mais il y a de fortes chances que ça se passe donc, dans une ou 2 autres régions. Il y a des chances que ce soit Noxus d'ailleurs, justement. C'est trop cool. Et du coup, tu as commencé à créer ton jeu de rôle sur cet univers. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça? Comment est-ce que tu as débuté? C'est quoi que tu as commencé à faire en premier? Donc moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que ça fait longtemps que je m'y intéressais, mais un peu de loin. C'est-à-dire, je passe devant, je regarde et j'essaye, et puis si ça donne rien, j'arrête. Je me suis vraiment jamais plongé dans le jeu de rôle. Et il y a 2 ans, je tombe sur une émission par Gozulting, qui est la boîte de prod, Game of Roll. Et je tombe sur un jeu de rôle qui s'appelle Sentinel, qui parle justement de League of Legends. Et je trouve, déjà, c'est chez OTP qu'ils l'ont fait. Les gars sont des glingos, j'aime bien, ils sont un peu tarés. Mais je tombe dessus et je me dis, ouais, c'est trop bien en fait. C'est vraiment trop bien parce que les gars, certes, ils baignent dans un milieu un peu geek, parce que les gars, ils parlent d'e-sport. Donc c'est une autre catégorie quand même, l'e-sport. Mais ils ont réussi à me faire taper des barres de rire et tout. Je me disais, mais c'est exceptionnel, c'est trop bien. Et je me suis dit, j'ai envie de faire pareil en fait, tout simplement. Donc je vais trouver des joueurs et tout. Ma petite erreur, je pense, il y a 2 ans, c'était de me dire, je veux jouer, donc je crée un univers. Et ça, en vrai, ça m'a un peu handicapé. Aujourd'hui, je l'ai repris en décembre en me disant, je crée un univers et je prends des joueurs. Et franchement, ça a créé la différence parce que du coup, je me suis vraiment concentré sur la partie création. Et les joueurs que j'ai actuellement, c'est plus des bêta-testeurs pour voir si tout marche. Mais en vrai, ça fait 25 épisodes, j'ai eu très peu de retours, donc c'est plutôt positif. Mais j'ai lâché le projet il y a quelques temps, donc il y a plus de 2 ans, parce que ma team, ça marchait pas très bien, parce qu'en même temps, je m'étais mal organisé sur la création du JDR. Quoi. Okay. Et j'avais moins de temps aussi. Ouais, okay. Et du coup, le vrai gros conseil que tu auras donné, ce serait vraiment de te dire, quand tu veux te lancer, déjà pas forcément commencer par créer tout ton univers, quand tu veux commencer un jeu de rôle, et quand tu veux faire ton univers, tout de suite avoir des joueurs avec qui jouer, pour les prouver, si je comprends bien. Ouais. En fait. Je pense que c'est bien d'avoir un espèce d'équilibre entre les deux. De se dire, j'ai le temps d'écrire, mais je vais d'abord mettre une bonne base, un truc tangible. Et une fois que j'ai quand même un bon début, moi c'est un peu comme ça que j'ai fait, je peux commencer à mettre des joueurs dedans. Et pendant que je vais continuer à progresser dans mon histoire, les joueurs ils vont monter, mais beaucoup plus lentement. Parce que on prend notre temps quand même dans mon jeu de rôle. Quand ils vont dans une taverne, ça peut durer 1h30, tu vois, où il y a plein d'interactions quand même. Il y a beaucoup d'improvisation aussi quand même, mais voilà, ça prend son temps. J'ai le temps de créer plus rapidement que ce que eux ils progressent. Ouais. Donc du coup, à chaque fois, c'est cool. Surtout que ça me permet de me focaliser sur une timeline. Et en parallèle, j'ai une autre... Enfin, pas une timeline, un chemin, on va dire. Et en parallèle, je développe mes autres chemins plus à son rythme. Ok. Et du coup, comment tu passes de j'ai commencé à créer un jeu de rôle avec lequel je joue avec mes potes à maintenant j'en suis un Ulule? Ouais. Parce que je me dis que là, ça y est, j'ai un truc dans les mains où je me dis j'ai ma première saison qui est en train de s'achever, qui est en train de se finir. J'ai juste à tout mettre bien en place. Le Ulule, en fait, le plus important, c'est de te dire bon, il faut une grille tarifaire, mais il faut aussi une deadline. Je me suis dit, la deadline que je pose par rapport à la grille tarifaire, elle correspond avec le fait que je vais plus ou moins me focaliser dessus. Ma deadline, c'est entre janvier et mars. Je me dis, si j'ai un Kickstarter qui déchire, en janvier, ça peut être fait parce que je peux me focaliser dessus. Je peux me dire, ok, j'ai pas besoin de faire de grosses missions à côté, parce que je suis dans la prod audiovisuelle, donc je peux avoir des dates par-ci, par-là. Mais je peux me dire, ok, je peux moins prendre de mon travail et plus me focaliser là-dessus parce que j'ai un rendement derrière. Okay. Et en parallèle, déjà, voir qu'avec tes joueurs, tout se passe bien. On fait souvent à la fin des sessions, ou pendant la semaine, on fait souvent des petits moments où je les prends à part et ils me disent un petit peu leur expérience. Est-ce qu'ils sont convaincus dans l'univers dans lequel ils se développent? Est-ce qu'ils ont les outils pour faire ce qu'il faut avec leur personnage? Est-ce que tout marche bien? Et plus ça me valide là-dessus, plus je me dis ok, je peux
je peux envisager de mettre ça entre les mains des joueurs. Je préviens toujours avant quand même, je dis toujours ça reste quand même quelque chose d'assez casu. Mais pour les plus expérimentés, ils vont quand même kiffer parce qu'il y a des petites techniques, il y a des petites choses. Le système est un peu spécial, il est fait maison, quoi. Et je pense que tant que tu n'as pas un système cohérent, tant que tu n'as pas des règles, parce que je suis en train de mettre les règles en place en ce moment, mais avant ça, on n'avait pas de règles fixes. Et justement, c'est toute cette période-là avec mes joueurs qui m'ont permis de me dire « Oh, ça c'est intéressant, hop, là, je me le note, je vais l'écrire dans les règles plus tard. » Et là, du coup, le Ulule me motive vraiment à écrire, à fixer les règles officiellement. Quoi. Et avec du coup League of Legends, parce que tu nous as dit que tu avais été en contact avec eux, comment ça s'est passé Justement, en fait, j'ai été en contact sans être en contact. Ok. J'ai tenté de rentrer en contact avec eux. Et alors, Riot, surtout Riot France, ils sont du genre, en tout cas, c'est l'image qu'ils se sont donnée, de vraiment booster, de se dire incroyable, il y a un projet sur nous et tout, on va le mettre sur Insta, on va le mettre sur TikTok. Moi, je cherchais même pas à faire ça. Tout ce que je voulais, c'était parler officiellement de vive voix avec un rioteur qui s'y connaît un peu juridiquement. J'avais des questions, je suis en contact avec un avocat et il m'a rédigé quelques questions à noter. Mais bon, mon avocat m'a dit t'inquiète pas, ton projet il est stable et tout, il n'y a pas de souci. Et je voulais juste avoir des petites questions et on m'a un peu dit tiens, il y a un site, va voir, débrouille-toi. J'étais en mode alors, quand même, c'est un gros projet, il y a pas mal de taf, voilà, et j'ai pas envie de faire tout ça pour qu'on me dise finalement poubelle. Ils m'ont dit ah non mais t'inquiète pas, sur le site il y a tout. J'aimerais en parler de vive voix en fait. Et voilà, on n'a pas trop donné suite à ça. Bon, je me suis dit écoute, si tout est dessus, alors dans ce cas je suis en règle. Moi j'ai mis dans mon Kickstarter, j'ai mis une petite ligne mention légale. Les gens peuvent cliquer dessus pour voir que l'API, en fait, la propriété intellectuelle, elle est respectée. Moi je commercialise pas mon projet. C'est-à-dire que je n'édite rien officiellement, je ne marchandise rien. Le seul truc que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Si vous voulez faire un don pour m'aider à financer tout ce travail, c'est tout. Ok. Voilà. Et donc le don se fait via le Kickstarter. C'est ça. C'est ça. Il y a alors soit un don à partir d'€1, soit après tu peux carrément acheter le jeu de rôle en avance. Tu as la version PDF. Je peux faire ma petite promo. Vas-y. On est là pour ça. T'as la version PDF que j'ai mis à 4,90. À la base, je l'avais mis à 3,90. J'ai un gars du milieu, il m'a dit en vrai, vu le nombre de taf et vu qu'il faut que tu arrives rapidement au seuil, parce que le seuil est à 3400 et faut quand même y aller pour y arriver. Ouais, c'est ça. Même si le seuil paraît petit par rapport à d'autres, en fait, parce qu'on est. On est des amateurs un peu passionnés quand on fait ce genre de choses souvent, et quand on n'a pas forcément un gros réseau ou une communauté derrière très solide, faut quand même y aller quoi. Et faut savoir qu'un Ulule, si tu récoltes pas chaque euro jusqu'au bout, t'as rien. Tous les dons ils disparaissent. Et, je suis d'accord. Et du coup c'est vrai que ça c'est un peu le défi. Et parce donc t'as combien de jours toi pour l'accomplir? Jusqu'au 28 octobre. Okay, voilà, donc là il reste à peu près 40 jours. Et le but c'est, parce que les gens quand ils voient par exemple j'ai mis 3400 le palier pour le débloquer, ça veut pas dire que ce projet-là vaut 3400. C'est-à-dire qu'à partir de ce montant-là, on a la base. Et après, j'ai mis d'autres paliers plus loin, donc après le fait de le dépasser, pour commencer à envisager une saison 2. Et j'ai mis même un palier carrément pour avoir, ça on en reparlera peut-être après, un illustrateur pour refaire les illustrations. Parce que les illustrations actuelles sont faites par IA. Ouais. Mais voilà, il faut savoir que je les retravaille toutes. L'IA va beaucoup m'inspirer, mais on en reparlera peut-être un petit peu après de cette partie-là, parce qu'il y a des choses à dire dessus. Mais voilà, donc après, il y a le PDF, la version PDF avec tout le contenu nécessaire pour se développer, se lancer dans une carrière. Je l'ai mis à 4,90. Après, j'ai mis une version personnalisée où je viens avec des joueurs, je vais leur faire un petit récap sur le système et tout. Je leur développe un personnage, donc pour 4 joueurs. Je leur fais une belle fiche perso, je leur fais des quêtes personnalisées aussi. Voilà, on va travailler leurs personnages ensemble. Par rapport aux histoires des personnages? Ouais, okay. Aussi, ouais, carrément. L'idée, c'est d'avoir un personnage qui correspond vachement. Je vais faire un taf d'analyse avec la personne, ce que je fais déjà avec mes joueurs, parce que j'ai eu beaucoup de passages avant de valider les équipes. Et c'est presque de la psychologie, hein, vraiment. C'est voir ton personnage tienne dans la durée et tout. Et moi, j'adore ce genre de taf. Tu vois. Après, j'ai mis un pack physique, donc avec des fiches plastifiées, avec des stylos et avec des petites illustrations que j'ai mis à 34,90, je crois. Après, tu as le pack légendaire avec le coffre. Le coffre a une histoire aussi. Hein. Il est ce qu'on appelle intradiégétique, ça veut dire qu'il est dans l'histoire de Runeterra. Enfin, de mon jeu de rôle, pardon. Le coffre, il y a ici une petite boîte avec à l'intérieur, hop là,
tu vois qu'il y a les petits items qui sont là, qui sont à coller sur la fiche perso. Ok. Il y a ici, bon ça c'est un truc que je mettrais, c'est les petits bouts de colle, mais je mettrais de la pâte à fixe. Magique. Exactement. Là, tu as les petits familiers, comme ça. Avec, tu peux mettre leur nom, tu peux mettre derrière s'ils ont des trucs ou quoi, tu peux les écrire. Je suis un peu proche du micro. Ici, tu as les montures. Ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais tout enlever. Et on s'en fout. Hop là. Ici, tu as tout ce qui est monture, avec les petits bords autour, c'est-à-dire là, c'est la rareté en fait. Voilà, tu as des niveaux de rareté. Il y a des trucs un peu plus connus du lore, par exemple. Peut-être je vais les tourner. Excuse-moi. Tu peux voir ça, c'est le genre d'illustration un peu plus connu. Parce que ça appartient à un personnage. Ça, c'est un peu moins connu. Voilà. Là, il y a des trucs un peu plus connus, etc. Et donc, tout ça, ça se clip sur la fiche perso. Hop là. Alors, ça, c'est pas la dernière. Voilà. Ça, c'est pas l'officiel encore. Je l'ai retravaillé depuis. Mais elle ressemble à peu près à ça. Voilà. Avec les notes derrière. Et alors, c'est toi qui designais toute la fiche, quoi. C'est ça. Je suis designer. Je me suis vachement inspiré quand même de ce qu'on retrouve sur le site. Le site d'univers de League of Legends. Et voilà, après bon, les illustrations pour l'instant, ça reste de l'IA. Mais voilà, ici, tu as Ici, tu as les compétences. Là, normalement, tu auras l'équipement. Maintenant, j'ai modifié parce que j'ai mis le sac derrière. Mais je t'enverrai une version PDF si tu veux, comme ça tu pourras l'afficher directement. Voilà. Et en gros, voilà, quand tu récupères un familier, tu pourras le clipser ici par exemple, avec un petit trombone. Voilà, histoire que ça reste, tu te rappelles de ce que tu as, etc. quoi. Après, il y a des dés. Donc j'ai mis 4 dés de 4 couleurs. Les couleurs sont très intéressantes par rapport à l'histoire. Tout ça, c'est des petites cartes. Alors ça, c'est fait main. Voilà, cool. Ça c'est complètement fait main. Pour l'instant, elles ont ce design-là, mais je veux les changer. Je suis en train de parler avec un gars qui fait des illustrations de cartes, de cartes en fait, et il est en train de tout me retaffer. Et après, il y a quoi ? Il y a des petits messages de corbeaux. Voilà. Avec, tu peux checker. Et tout ça, donc, ce sont des choses avec lesquelles tu joues, quoi. Celui-là, c'est le fait main. Tout ça, c'est des choses avec lesquelles tu joues, exactement. Tout ça. Des items que tu récupères, des aides de jeu. Exactement. Ça, c'est le seul qui a. Ok, et ça, c'est des choses qui sont comprises du coup tout dans le pack légendaire. C'est ça c'est le pack légendaire. Il y a beaucoup de contenu dans la boîte. Ah là, après, faut être honnête. Hein. Voilà, comme ça. Tu vas avec. C'est imprimé, hein, c'est complètement imprimé. Voilà, ça rend le truc crédible. T'as les petites lettres aussi ici. Hop là. Tu as les petites lettres comme ça ici. Donc les joueurs, ça c'est des choses qu'ils reçoivent en fait. J'adore ce genre de petite babiole, tu vois. Ouais, c'est vraiment... Voilà, ça c'est la petite lettre de début. Voilà, ça c'est la lettre de début. Donc tu peux commencer officiellement avec tes joueurs avec cette boîte-là, avec la lettre de début et les dés. Et ça fait partie de la version physique du jeu de rôle. Parce qu'après il y a la version physique et la version démat. Dans le physique, ça... C'est trop cool quand tu veux mettre du matos. J'adore mettre des props dans les mains de mes joueurs, tu vois, des petits trucs qui se disent waouh, on a la carte vraiment là, on peut voir où aller. J'adore ce genre de taf, est trop cool quoi. C'est trop cool comme principe du coup d'avoir une version physique pour ceux qui jouent physiquement ensemble quoi, les groupes de potes qui sont là, mais aussi même tu vois quand ils sont pas à côté, tu vois, avoir une version démat, c'est quand même vachement pratique aussi pour ça. La version démat va être utile pour tout ce qui est... Moi, je m'en suis rendu compte, tout ce qui est lien, c'est-à-dire que pour un MJ, quand il parle, quand il voit un nom de personnage, il peut cliquer dessus et hop, t'as l'illustration du personnage qui apparaît. C'est cool ça. Exactement, ça c'est cool. En version physique, c'est compliqué. Tu peux mettre l'illustration à côté, mais si tu fais ça, tu prends 300 pages de plus. Quoi. Après, ça demande plus de prépa, carrément. Ouais. Donc, mais là où ça a été le plus compliqué, c'est de me dire que j'ai fait tout ça en respectant la charte de Riot pour ne pas faire du merchandising. Du merchandising, merchandising, pardon. Pour pas faire de merchandising sur leur projet. Voilà. Mais c'est génial parce qu'en fait, on voit que t'as tout craft un peu à la main et ça rend vraiment bien. Et je trouve que ce que tu nous montres là, ça a un vrai charme parce que ce qui est génial, c'est qu'en fait t'as très peu d'expérience même en tant que joueur avant de jeu de rôle. J'ai fait lancé une vraiment seule comme ça, quoi. expérience en tant que joueur. J'ai toujours été MJ sur mes trucs et j'en ai pas eu beaucoup d'expérience non plus quoi. Et ça c'est chouette parce que ça va aussi dans le message qu'on a envie de transmettre sur Questmaker. C'est en fait
quand t'es créatif, il n'y a pas de limite, tu peux vraiment t'éclater, t'as mixé toutes tes compétences, aussi bien de la vidéo, parce que on en reparlera peut-être dans un autre épisode, mais t'as fait du live, t'as fait des illustrations de ce type-là, t'as fait... Le design. Les illustrations, c'est pas moi, mais le design. Bien sûr. mais quand même, t'as quand même travaillé tes prompts sur l'IA, etc. Enfin, il y a un petit peu de travail aussi dessus. Et, et beaucoup puis même, tout ce que tu nous montres là, c'est un vrai charme, parce que tu sens que c'est à la fois ça a de la gueule, quoi. Et en même temps, ça se charme c'est fait main, c'est vraiment... Il y a ce côté, chouette, pour ceux qui aiment bien ça, en tout cas, c'est vrai que tu as ce côté de ok, c'est cool, on a un truc tangible, c'est cool, on a ce petit truc ça plonge un peu plus dans l'univers à sa manière. Après, faut être honnête, c'est pas le plus rentable des packs, c'est pour ça que je l'ai limité. Bien sûr, ça prend du temps à faire aussi, parce que derrière, c'est pas une usine, c'est-à-dire que c'est toi qui vas emballer, couper, tous ces trucs-là, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, clairement, parce que tout ça là, en fait, ça sort pas comme ça. Bah ouais. C'est une grande feuille avec plein d'illustrations que tu viens couper au scalpel sur mon petit truc, je sais plus comment ça s'appelle, le truc vert là, pour te poser dessus. Oui. Planche à couper, ouais. Et après, il faut prendre le stylo pour faire tous les contours de ça, voilà, avec les petites couleurs. Donc ouais, ça prend du temps forcément. Les cartes à imprimer, ça aussi pareil, je fais ça avec du café. Donc je viens froisser, je viens tremper dans le café, je viens sécher au sèche-cheveux, ou alors je fais carrément avec des gouttes de café par-dessus, ça marche bien. Mais ouais, ça prend du temps forcément, c'est pour ça que je les limite à 10. Voilà, c'est tout homemade donc... Et en plus de ça, toi t'as beaucoup joué online avec ton groupe. On pourra peut-être parler d'ailleurs de comment t'as trouvé ton groupe, mais t'as beaucoup joué online et en même temps t'as fait un vrai truc physique, notamment en plus tu les as accueillis chez toi pour rejouer. On a d'ailleurs commencé à tourner une vidéo à ce sujet pour un peu reportage, un peu coulisses de ça. Et c'était, ça devait être chouette justement de passer du online à du physique, parce que toi qui aimes bien craft, ce genre de choses, c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'aime pas forcément craft et tout ça. Et je pense qu'il y a une vraie satisfaction à donner des objets comme ça à tes joueurs, à aller voir essayer des choses. Comment tu l'as vécu un petit peu tout ça? C'était complètement fou, c'est complètement différent. Le seul truc que je peux reprocher un peu, c'est vu qu'on avait commencé sans, ça a marché, c'était bien, mais t'as pas la découverte de ça. Tu vois que quand tu commences la carrière avec le coffre, et en fait tes joueurs ils sont autour du coffre, ils ont les petits pochons dans les mains, les petits trucs, la lettre ils la lisent. C'est incroyable, parce que j'avais une team physique, on a fait 3 épisodes. Que j'ai pas filmé, j'ai rien enregistré parce que c'était déjà assez compliqué à mettre en place. Le fait de leur mettre dans les mains, c'était tout de suite la différence, quoi. Tout de suite, ça devient plus immersif, quoi. T'es vraiment dans ce truc. En plus, j'aime bien incarner mes personnages sans les imiter, sans faire de voix ou quoi, mais juste les incarner dans les coups de pression que je peux leur mettre, tu vois, dans ma façon. Des fois, il y a l'intonation, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que je fais pas d'accent, je fais pas tout ça. Mais l'intonation du personnage qui peut un petit peu plus victimisé, tu vois, un petit peu plus... Ou le personnage qui, d'un coup, tout de suite, là, il te regarde, il te met un coup de presse, tu vois. Et quand tu joues l'intonation avec le fait que tu sois un peu dans l'immersion, ça marche tout de suite, quoi. C'est trop cool. Non, c'est clair. C'est vrai que pour les MJ et les joueurs qui adorent l'immersion, je pense que c'est vraiment bien ça. Ouais. Avoir du papier à donner, avoir des choses un peu qui sont en plus vraiment travaillées. Ça se voit que tu as quand même beaucoup travaillé sur la façon de faire, sur le papier et tout ça, sur les décorations, sur les illustrations et tout ça. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est cool. C'est que du coup, tu as quelque chose de tangible, immersif, qui est vraiment trop bien. Parce que les dés, là, on les voit, mais je vais les faire moi-même. Ah oui, ok. Ouais, pourquoi faire aussi simple, quoi. J'ai touché à beaucoup de trucs dans ma vie, j'ai touché un peu à de la peinture, j'ai touché à ça, et j'ai touché à la résine époxy. Le seul problème que j'ai, c'est que je veux des dés vraiment comme ça, avec les bords arrondis, mais les seuls blocs en silicone que j'ai trouvé, c'est avec les dés plats, tout est un peu carré. Ça le fait quand même, en vrai, faut pas trop chipoter non plus. C'était surtout pour avoir... autant tu joues pas forcément avec les dés, mais c'est surtout pour avoir ces petites dés de couleur. Pour moi, c'est important, intéressant dans le lore en fait, du JDR que j'ai lancé. Okay. Voilà. En parlant de dés, du coup, tu es sur une base de quelle... Sur une base de D100. Ok. Une base D100 pour la plupart des G. Et ensuite, il y a du D6, du D10, du D20 pour... Les dégâts, les choses comme ça. Non, les dégâts, c'est différent encore. Ok, les dégâts et la tankiness, c'est là où je cherche encore un peu un système pour que ça marche en physique. Mais pour l'instant, c'est des maths. Surtout pour la tankiness. Les dégâts, ça peut être physique. Mais la tankiness, c'est du D maths. Ok. Voilà. Parce que j'ai un système avec l'armure et la résistance magique qui me demande de faire des G sur un multiple de 5. Et t'as pas de D35, tu vois.
Donc c'est un peu compliqué. Effectivement, un peu compliqué. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trouvé un système pour réussir à le faire physiquement. On m'a dit ouais, tu peux cumuler certains dés. Je fais ouais, mais tu seras jamais sur 1. Si tu mets 3 dés, tu seras au minimum sur 3. Donc c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, pour tout ce qui est pour tout le reste, la plupart, tous les attributs marchent sur du dessin. Okay. Système de chance de manière générale, c'est du pourcentage. Et après, sur les trucs, sur les chemins, par exemple, sur le chemin, tu vas avoir une rencontre. Est-ce qu'elle va être positive ou négative? Ça va être un D6. La rareté de certains poissons que tu peux pêcher, ça va être sur du D20. Ce genre de trucs, quoi. Des fois, de toute façon, tout est expliqué dans les règles. Voilà. Et bah, du coup, on vous encourage, du coup, surtout à aller voir le Ulule, du coup, c'est ça, ouais, hein. C'est ça. Le nom du Ulule, le nom du projet? Alors, c'est JDR-Runeterra. Okay. Alors, en fait, tu mets JDR Runeterra sur internet, sur Google, tu trouves beaucoup. Tout de suite, ouais. Il y a le TikTok. De toute façon, il y a le lien en dessous des vidéos. Oui. Ouais. J'ai bien séparé les trucs. Sur TikTok, j'ai fait quelque chose d'un peu plus rapide, ça se consomme plus facilement. Donc sur TikTok, ça va être un peu plus ce qui touche le lore, des petites vidéos courtes, ou alors des moments que j'ai avec ma team en live. Sur Insta, je vais beaucoup plus communiquer autour du projet actuel, que ce soit le projet de live que j'ai envie de mettre en place ou le Ulule en ce moment. Mais il y a aussi ce que je poste sur TikTok dessus. Et sur YouTube, il y a vraiment toutes les parties plus longues. Donc il y a des tutos que je fais par rapport à mon jeu de rôle. Là, j'en ai sorti un qui parle du système. S'il y a des gens qui sont un peu intrigués, je mets toutes mes sessions avec mes teams. Et je mets aussi les récaps. Il y a des gens qui regardent que les récaps parce que c'est plus rapide. Et dans les récaps, il y a un petit montage. Au début, c'était un peu plus hasardeux. Maintenant, il y a un petit montage avec des petites illustrations qui passent. Ça prend pas beaucoup de temps d'ailleurs. Je vais en faire un après juste. Je le fais toujours le jour même où j'ai ma session le soir, quoi. Et je crois que c'est tout après comme réseau. Okay. Ouais, voilà. Okay. J'aimerais bien qu'on termine sur un sujet. Parce qu'en fait, dans le JDR, moi en ayant lancé Questmaker, j'avais un peu plein de doutes sur plein de sujets parce que en fait je me rends compte en creusant le sujet, en discutant avec des MJ, chacun un peu en fait sa façon de faire. Au début, tu as l'impression qu'il y a la façon de faire sur tous les sujets, etc. Et notamment dans le fait d'écrire sa campagne, parce que toi c'est un peu ce que tu fais quand tu dis que tu écris ton JDR. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce que ça veut dire pour toi, parce qu'en fait ce que ça veut dire pour toi n'est pas forcément ce que ça veut dire pour tout le monde, ça. Donc j'aimerais bien que tu nous racontes un peu qu'est-ce que tu fais concrètement quand tu dis que tu écris ton JDR. En quoi ça consiste? Est-ce que tu fais le contour ou est-ce que tu fais tout le contenu des quêtes, etc. Comment ça se passe? Il y a tout. Pour moi, le plus important, c'est de mettre du détail. Par exemple, il y a une écrivaine que j'aime beaucoup dans son taf de détail, c'est J.K. Rowling. Bien qu'elle soit controversée, elle a quand même, faut lui reconnaître, elle a un taf d'écriture de fou parce qu'elle arrive à vraiment rendre crédible son univers à travers le détail. Pour moi, c'est important. Dans toutes les plus grandes œuvres que tu peux trouver, si un personnage a un truc sur lui, un élément, c'est important qu'il ait une histoire. Chaque élément que tu vois a une histoire, chaque élément sur lequel tu passes est obligé d'avoir une histoire et une crédibilité. Par exemple, j'ai un animal qui se nourrit exclusivement de bois et en fait c'est expliqué pourquoi, parce que c'est pas juste comme ça, c'est pas tiens j'ai trouvé ça marrant, il faut maintenant le rendre crédible. Pour moi, à partir du moment où tu arrives à faire ça en taf d'écriture, déjà quand tu en parles à tes personnages, ou alors quand ils le découvrent, ils peuvent aussi le découvrir, tu as déjà un taf d'immersion quasiment fait, quoi. Ça marche hyper bien. Maintenant, là où il faut que ce soit respecté, c'est vu que c'est un univers qui existe déjà, il faut quand même te renseigner, il faut éviter les incohérences. Ouais. C'est hyper important, c'est pour ça que je suis entouré de 2 personnes. Il y a Bubul, qui est un streamer, je veux plutôt dire un gars de YouTube, un créateur de contenu qui parle de théorie et de l'univers de Runeterra. Et il y a Alex Lockhart qui aussi, avec qui j'ai eu une bonne conversation récemment, très très sympathique, qui fait du taf aussi de qualité, un peu moins connu, mais lui il a un taf d'analyse complètement fou. Genre il a débunké le dernier teaser de Arcane, saison 2, il a trouvé des trucs. Je l'ai comparé, je sais pas si t'as la ref, mais je l'ai comparé à Michel et Michel de Allociné. Ah oui, de Allociné. Ceux qui arrivaient sur les faux raccords. Ouais, les faux raccords, ils sont trop faux. Et il avait un peu ce taf-là d'analyse et je trouve ça impressionnant. Pour moi, c'est important que ce soit cohérent. Et quand ça ne l'est pas, je me permets, parce que pour l'écriture de mon JDR, ça c'est un truc important aussi que j'ai mis, c'est il y a l'histoire connue. Et en fait, il faut partir du principe que c'est contemporain.
on part à partir de cette timeline, et tout ce qui va se passer après, c'est de mon ressort. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire mourir un personnage important, j'ai pas de compte à rendre, c'est mon JDR, mais c'est aussi expliqué, c'est pas gratuit non plus, voilà. Mais en fait, c'est leur histoire, c'est leur aventure. C'est pas moi qui vais faire mourir un personnage spécialement, c'est peut-être à cause d'eux, c'est peut-être eux qui ont voulu, enfin, à eux de voir un petit peu, mais tout est possible. Voilà. Au début, j'étais un peu tatillon, j'ai fait un vote, un sondage, et je demandais aux gens, est-ce que vous préférez que je respecte la volonté de Riot de faire en sorte que les personnages sont un peu intuables, ou est-ce que vous voulez partir du principe que tout est possible? Ils m'ont dit, franchement, le mieux c'est que tout soit possible. Quoi. Et c'est quoi la différence que tu perçois entre écrire pour toi et écrire pour d'autres? Parce qu'avec le LUL, le but c'est aussi de le mettre entre les mains d'autres MJ. Si ça marche pour toi, moi en particulier, parce que j'adore le taf d'écriture, j'adore l'univers dans lequel ça se passe, et je me dis, moi en tant que grand fan de Runeterra, du monde de League of Legends en tout cas, parce que je joue plus au jeu depuis un moment, en tant que grand fan du monde de Runeterra, si je trouve ça intéressant à mettre, je me dis que d'autres joueurs vont potentiellement trouver cet intérêt-là, et je me permets aussi de mettre plein de types différents, plein d'ambiances, plein de styles de personnages différents pour que tout le monde s'y retrouve un peu. Voilà, le but c'est de varier le truc sans être dans comment dire, tout en respectant vraiment l'univers, quoi. Faut pas que ce soit incohérent. Voilà, il y a certains easter eggs qui peuvent se dire c'est un peu bizarre de voir ce personnage là. Après, c'est pas le personnage, c'est une référence à ce personnage, mais c'est pas forcément ce personnage. Il y a pas que des références à Runeterra. Ça, c'est important que j'en parle, que ce soit dans le pseudo, que ce soit dans la caractéristique du personnage, dans son style, il y a des références à d'autres univers. Ça peut être Game of Thrones, ça peut être Harry Potter, ça peut être... ça dépend, il y a vraiment un peu de tout, quoi. C'est des univers pop culture que j'aime beaucoup, quoi. T'es pas obligé d'être de connaître, de connaître l'univers League of Legends pour y jouer. Pour certains... Non, déjà, t'es pas du tout obligé de ça, parce que tu vas le découvrir comme un maître fan. Hein. C'est vraiment un peu un médiéval fantastique, avec un peu de technologie, tout ça. Ça se rapproche beaucoup du steampunk, en fait, entre guillemets. Bah là, pour le coup, non. Enfin, ça dépend dans la région dans laquelle tu te développes. Ouais. La région dans laquelle on se développe, elle a plus une ambiance nordique, viking. D'accord. Comparé à Arcane, on est d'accord que c'est plutôt un univers steampunk. Arcane est beaucoup plus steampunk, mais tu peux quand même mettre des personnages. Arcane, en fait, la série se passe à Piltover et Zone, qui est steampunk et Zone, c'est quoi déjà? Cette ambiance un peu chemical, c'est ça, c'est très chimique, là où Piltover ça va être un peu plus, tu sais, ça fait très steampunk, par contre, très steampunk. Zone est très steampunk, et t'as la version, on va dire, un peu plus Piltover, un peu plus ça a un nom, c'est Valérien, non c'est pas Valérien, c'est comment ça s'appelle déjà, l'ancien Je pense pas que ce soit hyper important, mais... Non. Bref, c'est sûr. De toute façon, ça va avec les persos de Jace, de Kefang, tout ça. Et ce qui est bien, c'est que du coup, dans Runeterra, tu peux avoir plusieurs univers différents. Comme tu l'as dit, tu peux avoir du viking, tu peux avoir du steampunk, selon la région que t'es. T'en as d'autres encore. T'as du désertique aussi, je suppose, avec Samira, enfin des persos comme Samira. Ouais, t'as des persos. Ambiance, je connais pas leur lore, de toute façon. Plus même au-delà désertique, c'est carrément presque ambiance un peu mythologie égyptienne, tu vois. Ouais. T'as vachement cet aspect-là. Il y a vraiment de tout. Et justement, je rebondis aussi vite fait. Donc, il y a 4 saisons de prévues. La première saison qui est actuelle, l'héritage de Magnus qui se passe à Freljord, donc c'est la version plus nordique viking. Ouais. La deuxième... Est-ce qu'il y a des poros? Il y a des poros, bien sûr. Parfait. Il y a des poros. Il y a plein de cartes. Tu peux les trouver directement. Il y a même des petites rouilles. Ça, c'est une rouille. Ça, c'est un personnage, une créature que j'ai inventée. Ouais. Inspiration, tu vois. Par exemple, pour ce personnage-là, ça, c'est la version des neiges. Mais tu as une version des sables qui est inspirée de Dune. Tu sais, la petite créature des dunes. Voilà. Et ça, c'est les rouilles, donc petite inspiration de Dune. Trop mignon. Et donc la saison 2 se passera à Piltover Zone, donc comme Arcane. Il y aura sûrement des personnages qu'on peut retrouver dans Arcane, mais vu que c'est dans le futur, parce que Arcane, c'est une timeline qui est un peu dans le passé, ils auront peut-être grandi, etc. La saison 3 se déroulera, alors j'hésite encore entre deux régions. Ionia, qui est une inspiration très magique asiatique, avec beaucoup d'esprit, beaucoup de... La nature est vraiment Enfin, dans les deux choix que j'ai, c'est beaucoup la nature, mais Ionia, c'est un peu plus spirituel, là où Ixtal, donc le deuxième endroit que j'aimerais bien faire, c'est un peu plus ambiance Pandora, tu vois, Avatar, dans l'esprit, avec des créatures avec
beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, voilà, une magie plus élémentaire. Et la dernière, donc le final, se passera à Targon, qui est une ambiance très montagnarde. C'est les Lunari contre les Solari, c'est la lune contre le soleil. Il y a une ambiance plus... Quand tu me dis montagne, je pense raclette. Alors, on a dit montagnard, j'ai dit je pense à raclette. T'as un peu de ça, hein. T'as beaucoup de créatures et t'as des comment ça s'appelle, des éleveurs, des trucs comme ça. Mais c'est surtout une énorme montagne qui touche les cieux. Donc c'est ambiance magie céleste un petit peu, voilà, avec beaucoup d'artefacts, des choses un peu, voilà. Et ce sera le final là-bas, du coup, 4 saisons. Cool. Et bah écoute, merci beaucoup de nous avoir présenté ce projet. On met le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez le soutenir, c'est le moment, parce que la keynote elle est en ce moment. Après ça sera trop tard, donc jusqu'au 28 octobre. 28 octobre. Il va falloir bourrer les Ulule. Hein. Ah ouais, faut y aller. Et si vous voulez le coffre, il faut vous dépêcher parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Là il en reste plus que 7. Okay. Voilà. Après j'en ai prévu 5 de plus pour des gens que je connais. Ouais. Mais les 10 que j'ai mis dessus, c'est vraiment pour les gens qui veulent le prendre dessus. Mais voilà quoi. Donc, va falloir se dépêcher. Hein. Premier arrivé, premier servi. Hein, c'est comme ça. Carrément. Voilà, merci à toi. Et puis, merci à vous les gars. Le lien dans la description de la vidéo. Avec plaisir.